Donc nous sommes devant BFM. Donc BFM, une fois de plus, Vigimedia vient vous rendre visite. Vous êtes un média évidemment très important et on ne peut être que ici. Aujourd'hui, on va parler de différents sujets, des sujets malheureusement qui sont très peu discutés chez vous, en tout cas qui sont toujours discutés sous un certain angle. Et on va commencer, en fait, je vais passer la parole à Vincent de SOS Donbass, qui va nous parler un petit peu finalement de son association, de ce qu'ils font et de façon plus générale de sa vision des médias, de sa vision de la France aujourd'hui et par rapport à la Russie et le Donbass. Merci Pascal. Tout d'abord, je tiens à dire ma satisfaction d'être à vos côtés aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que Vigimedia m'invite. Je suis très fier de participer à cette manifestation, car vous êtes un peu le poil à gratter des médias. Vous êtes là pour dire que le roi est nu, que les médias de grand chemin sont aux ordres de l'oligarchie et que ce qu'elle diffuse plutôt que de l'information, eh bien, c'est du mensonge. À propos de mensonges, il y a un sujet évidemment que les médias adorent déformer, ou elles adorent mentir. Je veux parler de la guerre en Ukraine, je veux parler de la situation au Donbass. Comme l'a dit Pascal, je suis président de l'association SOS Donbass, qui est une association à la fois humanitaire. Nous intervenons pour apporter de l'aide aux populations civiles du Donbass, mais, et nous ne le cachons pas, nous sommes également une association politique. Nous soutenons les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk et nous soutenons la Fédération de Russie dans son opération militaire spéciale. Alors, un des premiers mensonges que distillent les médias, que distille le BFM, c'est bien entendu que la guerre a commencé en février 2022. Et qu'un jour, Vladimir Poutine s'est réveillé, frappé d'une crise d'impérialisme et s'est dit, bah tiens, si j'envahissais mon voisin. Eh bien, vous, chers camarades, vous savez que c'est faux. Vous savez que la guerre, elle, a commencé en 2014. Elle a commencé à l'initiative de l'Occident global qui était derrière le putsch, on peut appeler ça le putsch, en tout cas le coup d'État du Maïdan, parce que entre le renversement d'Allende en 1974 au Chili par le général Pinochet et le renversement du président Yanukovych en 2014, il n'y a qu'une seule différence, c'est que la CIA a amélioré sa communication. Alors, pourquoi ce coup d'État? Eh bien, écoutez, les choses sont assez claires. Un des buts de l'OTAN, un des buts de l'Occident est de faire échec à une certaine vision gaulliste de la politique, de la géopolitique, c'est-à-dire la constitution d'un axe Paris-Berlin-Moscou. La grande terreur des oligarques, c'est que se constitue ce bloc eurasiatique qui ferait perdre sa domination aux anglo-saxons et principalement aux Américains. Il fallait donc provoquer la Russie. Et évidemment, une fois le coup d'État réussi, je le rappelle, que le Maïdan n'aurait pas pu se faire sans l'appui de groupes skinhead, de hooligans néo-nazis, qui ont été auparavant, et je renvoie au livre de mon ami Lucien Cerise, Les guerres hybrides de l'OTAN, qui ont été auparavant entraînés dans une école de police en Pologne, entraînés à affronter les forces de l'ordre. Eh bien, une fois le régime du président Yanukovych renversé, quelles furent les premières mesures du nouveau pouvoir ukrainien? La première mesure a été d'interdire l'usage de la langue russe à l'est de l'Ukraine, parce que, vous le savez peut-être, dans la constitution ukrainienne, dans les régions où il y a de fortes minorités parlant une autre langue que l'ukrainien, eh bien, ces autres langues étaient co-officielles. Il y a évidemment le russe dans tout l'est du pays, mais il y a également le hongrois. Eh bien, une fois le nouveau régime mis en place, le russe a été interdit. Comme cela ne suffisait pas pour provoquer les populations russophones, dans les nouveaux gouvernements sont rentrés des membres des mouvements bandéristes. Alors, le bandérisme, qu'est-ce que c'est? Le bandérisme, c'est tout simplement un néonazisme à la sauce ukrainienne.
Et cela, évidemment, les russophones, et puis d'ailleurs ne soyons pas pudiques, disons simplement les Russes du Donbass ne pouvaient pas l'accepter, car eux n'ont pas oublié le sacrifice de leur père pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas oublié les millions de morts que l'invasion allemande a occasionné. Et à ce moment-là, évidemment, cela a provoqué des manifestations dans tout l'est du pays, non seulement au Donbass, mais aussi à Odessa, aussi à Kharkov, où les gens ont dit non au coup d'État, ont dit non à l'effacement de la culture, de la langue russe en Ukraine. Et le nouveau régime n'attendait que cela. Quelle a été la réponse à ces manifestations qui, au début, étaient pacifiques et se bornaient à demander l'autonomie du Donbass, non pas son indépendance, non pas sa séparation? Eh bien, ça a été une extrême violence. Le 2 mai 2014, à Odessa, à la maison des syndicats, les pro-russes, les pro-Donbass se sont retrouvés assiégés. Le bâtiment a été incendié par les bandéristes. Les personnes qui tentaient de fuir en sautant par les fenêtres ont été achevées au sol, à coups d'armes à feu, à coups de couteau, à coups de planche. Dans le bâtiment, le lendemain, on a retrouvé un certain nombre de personnes qui ont été assassinées, dont une femme enceinte qui a été étranglée avec un fil de téléphone. À partir de là, évidemment, les gens du Donbass ont pris les armes. Les gens du Donbass, que ce soit à Lugansk ou à Donetsk, ont souhaité de se séparer de l'Ukraine et de devenir indépendants. Mais tout cela était voulu. Tout cela était voulu parce que le but était de provoquer une intervention russe. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à cette époque, j'étais militant pro-Donbass. J'avais été extrêmement choqué par ce qui s'était passé à Odessa. Et au sein d'une association qui s'appelait Novopol, j'avais mené une première mission humanitaire en 2016 à Donetsk. Eh bien, évidemment, ça sont des choses que les médias français ne disent pas, des choses que BFM ne dira jamais, mais à cette époque, Donetsk était sous le feu quotidien de l'artillerie ukrainienne. J'avais apporté de l'aide pour aider les populations, pour aider les habitants à reconstruire leurs maisons. Je me souviens très bien, dans la banlieue de Donetsk, dans le quartier de l'aéroport, de maisons qui étaient totalement détruites, qui étaient brûlées. Et je me souviens d'une dame qui est sortie de sa cave. Elle était bien maquillée, pomponnée. Elle est arrivée en nous offrant des boissons. Et pour me remercier, parce que, évidemment, depuis des mois, elle vivait dans le plus grand dénuement, bombardée quasiment quotidiennement par les Ukrainiens. Ça, c'est la réalité du Donbass, c'est la réalité que les médias ne diront jamais. Alors, oui, en 2022, la Russie s'est décidée à intervenir. Elle s'est décidée à intervenir pourquoi? Eh bien, comme je viens de vous le dire, pour mettre fin aux martyrs des populations russophones du Donbass. Elle s'est décidée à intervenir également pour dénazifier. Alors, j'en parlerai tout à l'heure. Je sais que la dénazification, cela fait ricaner les médias de grand chemin. Il paraît qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine. On va en parler, on va voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Alors, pour continuer à parler du martyr des populations du Donbass, je vous l'ai dit, j'ai fait une première mission humanitaire en 2016. J'y suis retourné en 2023. Alors, en 2023, l'armée russe avait commencé à intervenir, mais l'armée ukrainienne était encore à Avdiivka, donc à quelques kilomètres du centre de Donetsk. Elle avait des bastions très importants, d'où l'artillerie tirait sur la ville. Et donc là, je peux témoigner, j'ai fait 2 missions humanitaires en 2023. Eh bien, le matin, vous leviez, et vers 9 h, vous commenciez à entendre ce qu'on pensait être de l'orage, mais non, c'était l'artillerie ukrainienne qui commençait à tirer au moment où les gens se rendaient au travail. Et puis ça s'atténuait un petit peu en fin de matinée. Et puis vers 16 h, 17 h, ça reprenait à nouveau. Pourquoi? Parce que, évidemment, le but, c'était pas de viser des objectifs militaires. Le but, c'était de tuer un maximum de personnes sortant du travail, tuer les enfants sortant de l'école, bombarder les centres commerciaux. Et ça, je peux en parler parce que cela, je l'ai vécu, effectivement. Et il faut bien comprendre une chose. Moi, je n'y suis resté que quelques jours.
Mais les gens de Donetsk, eux, pendant des années, de 2014 à 2022, et même au-delà de 2022, ont vécu ça quotidiennement. Ça veut dire que lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, vous n'êtes pas sûr qu'ils rentreront le soir. Quand votre épouse va faire les courses, vous ne savez pas si elle rentrera ou si elle ne rentrerait pas. Et tous les jours, il y avait des morts. Alors, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 10 jours quotidiennement, et ce, pendant des années. Alors, ça aussi, je peux témoigner. Nous étions dans un petit hôtel à Makivka, dans la banlieue de Donetsk. Et puis un jour, le personnel de l'hôtel, qui était plutôt enjoué, qui était plutôt joyeux, eh bien, un matin, faisait une drôle de tête. Et donc, on leur demande ce qui se passe. Et ils nous répondent que la veille, lors du bombardement du centre-ville, eh bien, c'était une de leurs collègues qui avait été tuée. Et que cette jeune femme laissait 2 enfants en bas âge et que l'on venait de rappeler son mari qui était sur le front afin de s'occuper de ses enfants. Je suis retourné 5 mois plus tard à Donetsk. Là, on est resté une dizaine de jours parce que nous avions des formalités administratives pour faire passer notre convoi. Et là, tous les jours, on entendait ce grondement du canon. Tous les jours, des personnes étaient tuées. Et ça, je peux vous dire que ça marque. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Je suis retourné à Donetsk, au Donbass, l'année suivante. Et bien là, c'était la même chose. Alors, entre-temps, l'armée ukrainienne avait été délogée d'Avdivka, mais les Ukrainiens ont des armes fournies par la France, fournies par les États-Unis. Ils ont des drones, évidemment. Ils ont les fameuses missiles HIMARS, les roquettes HIMARS. Et juste la veille de mon arrivée à Donetsk, il y a une roquette HIMARS qui est tombée sur un restaurant et 14 personnes ont été tuées ce jour-là. Voilà. Donc des histoires comme ça, je pourrais en raconter des dizaines. Il y a encore 2 mois de cela, j'étais à nouveau au Donbass pour distribuer de l'aide humanitaire. Et vous savez, quand vous distribuez de l'aide à des personnes, eh bien, les associations humanitaires qui sont sur place nous présentent les personnes à qui nous offrons cette aide et nous racontent leur histoire. Dans notre camion, nous avions un certain nombre de vélos pour offrir aux enfants. Et donc, on m'a demandé d'offrir un vélo à un gamin qui avait peut-être 8-9 ans. On dit, tu vois, cet enfant, ce garçon, eh bien, il a perdu son père et sa mère qui ont été tués par l'armée ukrainienne. Et maintenant, il vit avec son grand-père handicapé. Il dit, tu vois, ce couple de personnes aussi à qui tu as porté des vêtements, eh bien, eux, il y a quelques semaines, l'armée ukrainienne est rentrée chez eux et leur a laissé quelques minutes pour quitter leur maison. Donc, ils sont partis uniquement avec les vêtements qu'ils avaient sur le dos et avec leurs chiens. Parce qu'au Donbass, les animaux font partie de la famille. On n'abandonne jamais son animal. Et ils sont partis tous les 3 et ils m'ont dit heureusement qu'on est parti avec lui parce que la nuit, on se serrait contre lui et c'est ce qui nous a empêchés de mourir de froid. Alors, ces quelques exemples peuvent vous faire comprendre les raisons profondes pour lesquelles la Russie est intervenue. Et avant d'intervenir, moi je pense que Vladimir Poutine a fait preuve de beaucoup de patience et que d'ailleurs il a été berné à cette époque au moment des accords de Minsk par Hollande et par Merkel qui ont fait semblant de négocier la paix mais qui n'avaient qu'un seul but, c'est de permettre à l'armée ukrainienne de s'armer. Alors, j'ai parlé d'une des premières raisons, mettre fin au martyre des populations. Une des deuxièmes raisons, c'était de dénazifier. Alors, y a-t-il des nazis au Donbass? Juste un exemple. Lorsque le nouveau régime s'est mis en place à Kiev, ils ont débaptisé une des principales artères de la ville, l'avenue de Moscou, pour l'appeler avenue Stepan Bandera. Alors, qui était Stepan Bandera? Stepan Bandera était un des principaux collaborateurs des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était le chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens, l'OUNB, et également le chef de l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Ces gens-là se sont rendus coupables d'énormément de massacres. En Volhynie, les Ukrainiens ont massacré environ 100 000 Polonais. Les partisans de Bandera ont évidemment participé à la Shoah par balle. Il faut savoir qu'à Babi Yar, à côté de Kiev,
eh bien, il y a à peu près environ 100 000 juifs qui ont été massacrés là-bas. Et le pire, c'est que cette avenue Stepan Bandera mène au mémorial de Babi Yar. C'est un peu comme si, ici à Paris, au mémorial de l'Holocauste, l'avenue qui y mènerait serait l'avenue Heinrich Himmler. Voilà le visage un petit peu du nouveau régime de Kiev. Régime évidemment assez étrange, où l'on voit des sionistes fanatiques financer des néo-nazis. Mais quand on voit ce qui se passe à Gaza, est-ce véritablement étonnant? On parle de sionistes. Alors il y a ce fameux oligarque que certains connaissent, Igor Kolomoïski, qui a une triple nationalité. Il est ukrainien, il est chypriote et il est également évidemment israélien. Eh bien, c'est Kolomoïski qui finance la chaîne qui finançait la chaîne de télévision où officiait Zelensky. C'est Kolomoïski qui finance les régiments néo-nazis, que ce soit Azov, que ce soit Haïdar, que ce soit le régiment Donbass ou le régiment Kraken. Comme je l'ai dit, ce sont ces fameux bandéristes qui se sont rendus coupables du massacre d'Odessa, mais qui se sont rendus coupables de nombreux crimes. En 2024, j'étais à Moscou et j'ai rencontré un couple d'amis. Yuri, le mari, Yuri, s'était rendu au Donbass. Il avait déjà 60 ans en 2014 au sein des milices séparatistes. Il a été à ce moment-là capturé par les nationalistes ukrainiens. Eh bien, pendant des jours, il a été torturé. Et ils lui ont cassé les bras, ils lui ont cassé les jambes, et avec un autre camarade, ils l'ont enfermé dans une armoire métallique, exposé aux tirs qu'ils avaient dressés au-dessus de leur tranchée pour l'exposer aux tirs des Russes, dans l'espoir qu'il soit tué par ses propres camarades. Et Yuri, croyant ce dernier heure arriver, c'est un poète, et a récité un poème en langue géorgienne. Or, il se trouve que dans la bande des nationalistes ukrainiens, il y avait un Géorgien qui a entendu ça et qui dit « Ah, lui, il a un passeport français, peut-être que le mieux, plutôt que de le tuer, on va l'échanger et on va demander une rançon. » Et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Donc voilà ce qui se passe en Ukraine, voilà ces parangons de démocratie que les médias nous présentent. Ensuite, je voudrais parler d'une autre chose. Alors, évidemment, nos médias cachent la nature réelle du régime ukrainien, mais ont aussi un autre rôle, c'est de nous faire oublier les rapports que nous, Français, avions avec la Russie, les rapports d'amitié que nous avions avec la Russie. Et même encore aujourd'hui, à chaque fois que je me suis rendu à Moscou, à chaque fois que je me suis rendu au Donbass, eh bien, je n'ai jamais constaté le moindre signe d'hostilité envers la France. Les Russes, même encore aujourd'hui, sont toujours francophiles et ils savent faire la différence entre le régime de Macron et la population française. Alors, que devons-nous à la Russie? Alors, même sans remonter trop loin dans le temps, il faut savoir qu'en 1814, au moment de la défaite de Napoléon, les Prussiens et les Autrichiens avaient une idée en tête, c'était de démanteler la France. Et celui qui s'y opposait, c'est le tsar Alexandre Ier, qui a veillé à ce que l'intégralité de notre territoire reste. En 1914, au moment de l'alliance franco-russe, la France était en août 14, en septembre 14, la France était dans une grande difficulté. C'était au moment de la bataille de la Marne. Et pour quelle raison l'armée française a réussi à stopper l'armée allemande et à empêcher la chute de Paris? C'est qu'au même moment, le tsar Nicolas II, alors que son armée n'était pas encore prête, alors qu'elle n'était pas encore totalement approvisionnée en munitions, a tenu à tenir son engagement, son alliance. Pour lui, c'était une dette d'honneur avec la France. Et il a lancé son armée en Prusse orientale afin de prendre les Allemands à revers. C'est cette offensive russe qui a amené l'armée allemande de détacher certaines divisions qui marchaient sur Paris pour aller en Prusse orientale et sauver la France. Par la suite, toujours pendant la Première Guerre mondiale, toujours le tsar a envoyé 20 000 soldats russes dans les plaines de Champagne combattre aux côtés de nos poilus. Tout cela, évidemment, nos médias, tout cela, Emmanuel Macron, si tant est qu'il soit au courant de tout cela, essaie de nous le faire oublier.
Mais évidemment, ce que l'on veut vraiment nous faire oublier, c'est le sacrifice des Soviétiques, le sacrifice des Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas que nous n'aurions jamais été libérés sans le sacrifice des Soviétiques. Rappelez-vous combien de morts soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, en fait, dans la réalité, nul ne le sait. 22 millions, 25 millions. Certaines études parlent même aujourd'hui de 35 millions de morts. Sans ce sacrifice immense, la France, aujourd'hui, ne serait pas libre. L'est-elle d'ailleurs? Ça, c'est un autre problème. Et si elle ne serait pas libre et elle n'aurait pas retrouvé sa place dans le monde sans l'appui de la Russie. En 1941, le général de Gaulle, comprenant que la France ne pouvait uniquement baser sa libération en s'appuyant sur les anglo-saxons, avait à cœur de passer une alliance avec la Russie soviétique. C'est grâce à cette alliance qu'en mai 1945, les Français ont pu s'asseoir à la table des négociations, ont pu être présents lors de la capitulation allemande, et c'est toujours grâce à l'appui russe que la France a obtenu une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela, ne l'oublions pas. Un des faits importants qui ont favorisé cette alliance franco-russe, ça a été que dès 1941, toujours à l'initiative du général de Gaulle, des soldats français, des aviateurs, sont partis combattre aux côtés des Soviétiques contre les Allemands. Je veux parler de l'escadrille de Normandie-Niemen, dont symboliquement, aujourd'hui, je porte les couleurs sur mon t-shirt. L'escadrille Normandie-Niemen, c'était à la base 14 pilotes, une quarantaine de mécaniciens. Mais ces gens-là, pour la France, ont fait quelque chose d'énorme. Les Russes, aujourd'hui, ne l'oublient pas. Mais malheureusement, vous le savez, l'armée française est la grande muette, elle obéit aux ordres. Et aujourd'hui, l'armée française, évidemment, peut-être ne peut-elle pas faire autrement, mais elle a oublié cette amitié avec la Russie. L'escadrille Normandie-Niemen de l'aviation française fait partie de l'aviation de l'OTAN. L'armée française, malheureusement, entraîne des militaires ukrainiens. Bon, évidemment, pas toujours avec beaucoup de succès. Vous avez entendu parler de cette brigade Anne de Kiev. On devrait plutôt l'appeler Anne de Russie, mais appelons-la Anne de Kiev. Eh bien, la brigade Anne de Kiev, entraînée par l'armée française, a déjà subi une partie de désertion alors que les soldats ukrainiens étaient à l'entraînement en France et a perdu environ la moitié de son effectif en désertion une fois arrivé en Ukraine. Alors oui, l'armée française, malheureusement, ne peut plus jouer ce rôle de pont, d'amitié avec la Russie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et vraiment je voudrais terminer mon intervention en parlant d'eux parce que j'y attache énormément d'importance. Au moment où je vous parle, des volontaires français qui à mes yeux représentent l'honneur militaire de la France, ont rejoint le combat, ont rejoint le front et ont créé une nouvelle unité Normandie-Niemen au sein de l'armée russe. Ce sont des dronistes, des pilotes de drones. Alors, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de facile, de peu dangereux, qu'il suffit de jouer avec un joystick. Il faut s'approcher au plus proche des lignes, être la cible prioritaire de l'artillerie ennemie. Eh bien, parmi eux, il y a des Français. Ces Français, comme leurs prédécesseurs de Normandie-Niemen en 1941, maintiennent l'amitié, maintiennent un pont au-dessus du fossé que veut creuser Macron entre la France et la Russie. Et je tiens vraiment particulièrement à leur rendre hommage. Je voudrais terminer mon intervention en vous demandant de les applaudir. Alors, il y en a deux dont on connaît les pseudos, les noms de guerre. Il y a Padré, il y a Gauthier. Et puis, je voudrais également applaudir mon ami Sergueï Munier qui dirige l'unité et, je le répète, qui à mes yeux représente l'honneur militaire de la France. Gloire à Normandie-Niemen, gloire à nos camarades.